Bienvenue à notre exploration des histoires fascinantes et troublantes des plus jeunes tueurs en série du monde. Dans les annales du crime, rares sont les cas aussi troublants que ceux impliquant des enfants qui commettent des actes d'une violence extrême. Préparez-vous à découvrir des récits qui défient l'imagination et soulèvent des questions profondes sur la nature humaine. Nous allons explorer la vie et les crimes de ces jeunes âmes troublées, en examinant les facteurs psychologiques, sociaux et environnementaux qui ont pu contribuer à leurs actes horribles. Ensemble, nous allons nous aventurer dans les recoins les plus sombres de l'esprit humain, à la recherche de réponses dans un monde où l'innocence est perdue et où les frontières du bien et du mal s'estompent. Le concept même d'un jeune tueur en série est profondément troublant, défiant notre compréhension de l'innocence de l'enfance. C'est un phénomène rare, qui nous oblige à affronter le côté le plus sombre de la nature humaine et les forces complexes qui peuvent façonner un jeune esprit. Les traumatismes précoces, notamment la violence, la négligence ou les abus, peuvent laisser des cicatrices psychologiques durables. L'exposition à la violence, que ce soit à la maison, dans la communauté ou par le biais des médias, peut désensibiliser les jeunes esprits. Des problèmes de santé mentale non diagnostiqués ou non traités, tels que le trouble des conduites ou la psychopathie, peuvent également jouer un rôle. Notre voyage nous ramène au 19e siècle, dans les rues animées de Boston, où le cas de Jesse Pomeroy, l'une des plus jeunes personnes reconnues coupables de meurtre aux États-Unis, a choqué la nation. Ce jeune garçon, à l'apparence innocente, cachait une nature profondément troublée. Né en 1859, Pomeroy a fait preuve d'un penchant troublant pour la violence dès son plus jeune âge. Ses actes de cruauté ont commencé par des attaques sur des animaux sans défense. Connu pour son comportement cruel envers les animaux, Pomeroy est passé à des actes de violence plus graves, ciblant des enfants de son âge et plus jeunes, torturant et mutilant plusieurs jeunes garçons. Ces crimes ont semé la terreur dans la communauté de Boston. En 1874, à l'âge de 14 ans, Pomeroy est arrêté et reconnu coupable du meurtre brutal d'un garçon de 10 ans. Ce meurtre a marqué un tournant dans sa vie et dans l'histoire criminelle de la ville. Le procès de Pomeroy, largement médiatisé, a captivé la nation, attirant l'attention des médias et du public, suscitant des débats sur la responsabilité pénale des jeunes. Les discussions sur la manière de traiter les jeunes criminels étaient intenses et passionnées. Reconnu coupable de ces crimes, Pomeroy est condamné à la prison à vie, une sentence qui reflétait la gravité de ses actes, devenant l'un des plus jeunes condamnés de l'histoire des États-Unis à l'époque. Son histoire reste un sombre rappel des profondeurs de la nature humaine. En 1968, la paisible ville de Newcastle-upon-Tyne, en Angleterre, est secouée par un crime impensable, un crime qui allait marquer l'histoire criminelle du pays. Ce crime a été commis par une enfant apparemment ordinaire du nom de Mary Bell, une fillette de 11 ans au visage angélique. Née en 1957, Bell a eu une enfance troublée marquée par la pauvreté, la négligence et des abus. Sa mère, prostituée, et son père, souvent absent, ont contribué à un environnement familial chaotique. À l'âge de 10 ans, Bell a étranglé à mort 2 jeunes garçons, un acte de violence qui a laissé la communauté sous le choc. Martin Brown, âgé de 4 ans, a été sa première victime. Et Brian Howe, âgé de 3 ans, a suivi peu de temps après. Les meurtres, commis sur une période de 3 mois, ont choqué la nation entière, attirant une couverture médiatique intense, et ont suscité l'horreur et l'incrédulité parmi le public, incapable de comprendre comment une enfant pouvait commettre de tels actes. Condamné pour homicide involontaire coupable en raison de responsabilité diminuée, Bell a été jugé et reconnu coupable. Bell a été libéré de prison en 1980, après avoir purgé 12 ans de détention, et a reçu une nouvelle identité pour protéger sa vie future et tenter de se réinsérer dans la société. Son cas continue de fasciner et de hanter ceux qui étudient les recoins les plus sombres de l'esprit humain, soulevant des questions sur la nature du mal et l'impact de l'enfance sur le comportement criminel. Le cas de John Venables et Robert Thompson, âgés de 10 ans, a choqué le monde entier et reste l'un des crimes les plus notoires de l'histoire britannique moderne. En 1993, dans le centre commercial Strand de Bootle, en Angleterre, Venables et Thompson ont enlevé James Bulger, âgé de 2 ans, à sa mère alors qu'il faisait ses courses. Les 2 garçons ont emmené Bulger dans un voyage de 4 km jusqu'à un canal voisin, où ils l'ont torturé et tué avec une brutalité inimaginable.
le meurtre de Bulger a suscité l'indignation et l'horreur dans tout le Royaume-Uni et au-delà, suscitant des débats sur la criminalité juvénile. Venable et Thompson ont été reconnus coupables du meurtre de Bulger et condamnés à la détention jusqu'à l'âge adulte. Le cas de Craig Price, qui a commis son premier meurtre à l'âge de 13 ans, a choqué la petite ville de Warwick, dans le Rhode Island. En 1987, Price a poignardé à mort sa voisine, Rebecca Spencer, âgée de 27 ans, lors d'un cambriolage. 2 ans plus tard, Price a de nouveau frappé, assassinant brutalement Joan Heaton, 39 ans, et ses 2 filles, Jennifer, 10 ans, et Melissa, 8 ans. Arrêté à l'âge de 15 ans, Price a avoué les 4 meurtres et a été condamné à plusieurs peines de prison à vie. Son cas a suscité un débat national sur la manière de traiter les jeunes délinquants violents, ce qui a conduit à des peines plus sévères. À l'été 1993, la paisible ville de Steuben County, dans l'État de New York, a été secouée par le meurtre de Derrick Robbie, âgé de 4 ans. Le coupable était Eric Smith, un garçon de 13 ans, au passé troublé. Smith a attiré Robbie dans les bois voisins, où il l'a battu à mort avec une pierre et une barre de métal. Lors de son procès, les avocats de Smith ont soutenu qu'il souffrait d'un trouble explosif intermittent, un trouble mental caractérisé par des explosions de colère et de violence. Cependant, le jury a reconnu Smith coupable de meurtre au 2e degré, et il a été condamné à la prison à vie. En 2009, Alyssa Bustamante, âgée de 15 ans, de Cole County, dans le Missouri, est devenue le centre d'une affaire de meurtre très médiatisée. Bustamante, qui avait des antécédents de maladie mentale et de pensées suicidaires, a planifié et exécuté le meurtre de sa voisine, Elizabeth Holten, âgée de 9 ans. Le 21 octobre 2009, Bustamante a attiré Holten dans les bois près de chez elle, où elle l'a étranglée, poignardée et égorgée. Elle a ensuite caché le corps d'Holten dans une tombe peu profonde qu'elle avait creusée quelques jours plus tôt. En 2012, Bustamante a été reconnue coupable de meurtre au 2e degré et d'action criminelle armée. Elle a été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle. En 1998, le cas de Joshua Phillips, âgé de 14 ans, de Jacksonville, en Floride, a choqué la nation. Phillips a été arrêté pour le meurtre de sa voisine, Maddie Clifton, âgée de 8 ans, qui avait disparu une semaine plus tôt. La disparition de Clifton avait déclenché une chasse à l'homme massive. Cependant, le corps de Clifton a été retrouvé caché sous le lit à eau de Phillips dans sa chambre. Phillips avait battu Clifton à mort avec une batte de baseball et l'avait poignardé à plusieurs reprises avant de cacher son corps. Le jury a reconnu Phillips coupable de meurtre au 1er degré et il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En 1999, Lionel Tate, âgé de 12 ans, du comté de Broward, en Floride, est devenu la plus jeune personne de l'histoire américaine moderne à être condamnée à la prison à vie. Ce cas a choqué la nation et a soulevé de nombreuses questions sur la justice pour les mineurs. Tate a été reconnu coupable de meurtre au 1er degré pour la mort de Tiffany Oenick, âgée de 6 ans, qui était gardée par la mère de Tate. La tragédie a mis en lumière les dangers potentiels des jeux d'enfants qui peuvent dégénérer. Selon les procureurs, Tate a battu Oenick à mort alors qu'il jouait à la lutte dans la maison de sa mère. Les détails de l'incident ont révélé une violence inattendue pour un enfant de cet âge. Oenick a subi de multiples blessures, dont un crâne fracturé, un foie lacéré et une côte cassée. Ces blessures étaient si graves qu'elles ont conduit à sa mort tragique. En 2001, la condamnation de Tate a été annulée en appel et il a été libéré de prison après avoir purgé 3 ans d'une peine de 17 ans. Cette décision a été controversée et a divisé l'opinion publique. Le cas de Lionel Tate continue de susciter des discussions sur les complexités de la justice juvénile. Il a également mis en lumière la nécessité de réformer le système pour mieux traiter les jeunes délinquants. Le phénomène des jeunes tueurs en série nous confronte à des questions troublantes sur la nature de la violence et l'innocence de l'enfance. Chaque cas que nous avons exploré met en évidence l'interaction complexe des facteurs psychologiques, sociaux et environnementaux. Des traumatismes précoces, des problèmes de santé mentale non traités, l'exposition à la violence et l'influence de la société peuvent jouer un rôle important. En examinant ces affaires troublantes, nous sommes mis au défi de faire face aux complexités de la violence juvénile.
Il est essentiel de se rappeler que ces cas sont rares et que la grande majorité des enfants ne commettent jamais d'actes de violence graves. Cependant, en étudiant ces cas exceptionnels, nous pouvons acquérir des connaissances précieuses sur les recoins les plus sombres de la nature humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'histoire des plus jeunes tueurs en série du monde. Ce fut un voyage troublant et stimulant, qui nous a obligés à affronter le côté le plus sombre de la nature humaine. En examinant ces cas, nous espérons avoir sensibilisé le public aux complexités de la violence juvénile. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu fascinant et informatif. Laissez vos commentaires ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez. Quelles sont vos réflexions sur ces cas? Que pouvons-nous faire d'autre pour prévenir la violence juvénile et soutenir les enfants et les familles dans le besoin?